BFM Business présente la grande interview. 19h39, l'invité ce soir de la grande interview, c'est le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission de finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir Monsieur Coquerel. Alors ça y est, dans un peu plus de 48 heures, on en aura terminé avec l'examen du texte sur les retraites à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'objectif de LFI et de la NUPES qui maintiennent encore des milliers d'amendements et qui par ailleurs ont contribué à faire rejeter l'article 2 et l'index des seniors? Exercer nos droits de parlementaire. Vous savez que le droit d'amendement, c'est le droit premier d'un parlementaire, il est constitutionnel. Donc le gouvernement a voulu faire passer un projet d'une réforme dont chacun conviendra qu'elle a une ampleur importante, qu'elle d'ailleurs concerne les années à venir, sur un outil législatif qui ne correspond absolument pas à cela. D'ailleurs, on verra, parce qu'il sera peut-être anticonstitutionnel, pour une bonne raison que je vous explique en une seconde, c'est que théoriquement, un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, ça concerne le budget en cours de la sécurité sociale qu'on veut rectifier. Et là, c'est une réforme des retraites qui va durer sur des années. Donc il l'a fait pourquoi ? Parce que ça lui donne la possibilité d'arrêter sans voter les débats au bout de 20 jours, c'est-à-dire vendredi à minuit. Ça, c'est le fameux 47-1, c'est ça ? C'est le fameux 47-1. Il l'a fait pour ça. Et après, il se retourne vers les oppositions qui veulent débattre du texte de manière normale, qui déposent des amendements. Je vous fais remarquer que 20 000 amendements, c'est moitié moins que le nombre d'amendements qui avaient été déposés pour la dernière réforme des retraites en 2019. Enfin, quand on sait qu'on a que 15 jours pour en débattre... D'accord, mais c'est pas... Alors d'abord, c'est pas nous les responsables d'un outil qui est absolument antidémocratique. Et deuxièmement, ce que moi je dis au gouvernement, c'est qu'il a tout à fait la possibilité de ne pas exercer, de ne pas activer ce 47.1. Il peut très bien prolonger. Il pourrait prolonger de 2, 3, 4 jours. Et je vous fais remarquer en plus de ça, c'est que non seulement ces 20 jours faisaient en sorte qu'il y avait 12 jours de débat parlementaire avant vendredi, mais figurez-vous qu'on lui a demandé d'ouvrir le week-end, ils n'ont pas voulu. On leur a demandé, le Parti socialiste a demandé de déplacer sa niche parlementaire qui était prévue de jeudi, ils n'ont pas voulu. Donc en réalité, ils font tout pour que, à la fin, il n'y ait pas de vote. Bon. C'est ça l'objectif. Alors, question, est-ce que vous en aviez en particulier contre l'index senior que vous avez fait rejeter, permis de faire rejeter hier à l'Assemblée? Est-ce que c'était un combat en particulier hier contre l'index senior? C'était une mesure bidon pour faire semblant de permettre aux seniors de travailler plus longtemps. Que ça soit pas la panacée, ok, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par quelque chose sur ce sujet dont on parle depuis des années? Mais commencer par quelque chose, c'est de ne pas forcer les gens à travailler 2 ans de plus, qui sont les 2 années... Sur l'index senior, là. Oui, d'accord, mais ça a un lien. Oui. Parce que l'index senior servait à justifier le fait que on allait essayer d'améliorer le fait que dès aujourd'hui actuellement, près de la moitié, pas tout à fait, mais près de la moitié des personnes entre 55 et 64 ans ne sont plus au travail. Pour différentes raisons, mais ne sont plus au travail. Donc on va essayer d'améliorer ça. Pour faire ça, on va essayer de faire en sorte que les entreprises les conservent davantage. Bon. Et là, vous attendez à des mesures éventuellement contraignantes, des choses comme ça. Or, c'est un index senior qui fait que d'ailleurs, on s'est rappelé qu'il y avait un index égalité salaire homme-femme, parce qu'il dure depuis des années, il a quasiment eu aucun effet. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un index bidon et que nous on n'a pas spécialement envie de valider les leurs du gouvernement. Alors on ne peut pas tout à fait dire que l'indice homme-femme sur la parité en entreprise ne fonctionne pas et justement on peut comprendre qu'on s'en inspire. Maintenant, pourquoi ne pas avoir au contraire poussé le gouvernement à ajouter des mesures coercitives à cet indice plutôt que de vouloir le supprimer comme ça? Il y a eu des mesures et tout a été rejeté. Et je vous fais remarquer une chose, c'est que si on veut par exemple avoir des mesures coercitives, d'abord, premièrement, je vous dis, là ça commence, là on est philosophiquement pas d'accord avec le gouvernement. On ne pousse pas les gens à travailler, à partir à la retraite 2 ans plus tard, donc à travailler 2 ans de plus, encore une fois dans les années où en général vous n'êtes pas au mieux de votre forme, quoi. Les 2 dernières années avant la retraite, c'est pas les années où vous êtes dans une santé éclatante qui fait que vous êtes le plus efficace, qui fait que vous n'êtes pas fatigué. Par contre, à l'inverse, souvent c'est les 2 meilleures années de retraite, puisque la moyenne de l'âge de vie en bonne santé, c'est 63 ans chez les hommes, 64 ans chez les femmes. Donc, dans les 2 cas, les salariés perdent. Ils sont obligés de travailler. Mais vous êtes d'accord pour dire que cette moyenne, elle ne fait qu'augmenter. On vit de plus en plus vieux et de plus en plus en bonne santé. Et alors ?
Vous trouvez que c'est pas bien Je dis juste qu'un système de répartition. D'accord, on va y venir. Mais pour qu'il soit équitable. Philosophiquement, est-ce que ça vous pose un problème que les personnes, notamment en carrière longue, du fait justement si on a un souci de déficit et que tout repose sur les actifs et qu'on laisse une dette aux générations futures, évidemment que ça me pose un problème. On puisse bénéficier de quelques années en plus. Et si possible, en bonne santé, c'est toute la question, à la retraite. Voilà, moi je l'assume. Je pense que le progrès humain, c'est à la fois un travail pour tous, ça c'est important, le droit à un travail pour tous, mais en même temps, le fait surtout pour les métiers difficiles, les métiers pénibles, qui sont la très grande majorité des métiers dans ce pays, à la fois de faire en sorte que on ait un temps de repos, on ait un temps où on fait d'autres activités plus importantes, parce qu'on l'a gagné avec la productivité qui augmente, parce qu'on l'a gagné en produisant des richesses toujours plus importantes. Donc ça, c'est la philosophie. Maintenant, j'en viens aux chiffres. Figurez-vous, et le corps le dit très bien, alors le corps dit beaucoup de choses. Mais non, il y a une chose qu'il a répété encore au Sénat et que son président avait répété devant moi à l'audition que j'avais organisée à l'Assemblée. Il explique que les retraites ne coûteront pas plus cher, d'accord ? Il n'y aura pas plus de dépenses pour les retraites en 2030, etc. Même elles vont fléchir à partir, selon les scénarios, 2035, 2040, mais elles vont finir par fléchir. Sur la base d'hypothèses qui sont un peu bidons aussi, pardon, quand même. Hypothèses de croissance. Les hypothèses. Le corps reprend les hypothèses de croissance du gouvernement. Oui, parce que c'est le gouvernement qui a expliqué 4,5% de chômeurs, c'est le gouvernement. Qui croit ? Vous y croyez, vous, monsieur Coquerel ? Je sais pas. Attendez, le gouvernement nous fait des prévisions où il a imposé on y reviendra, plusieurs paramètres, et vous me dites elles sont bidons. Alors si elles sont bidons, de quoi parle-t-on ? Je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison de souligner, c'est que vous avez une excellente tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde du démographe Lebras qui conteste les chiffres en termes démographiques et qui dit que les scénarios sont même très certainement trop pessimistes, etc. Mais je reviens quand même sur ce que dit le corps. Admettons même que ce qui est annoncé en termes de déficit soit exact. Ce que dit le corps, c'est que les dépenses en termes de pourcentage du PIB ne coûteront pas plus cher. Le problème, ce sont les ressources. Eh bien justement, parlons-en. Nous, ce qu'on pense, c'est que, au lieu de faire travailler les gens 2 ans de plus, allons chercher des ressources supplémentaires. Et les ressources supplémentaires, c'est pas sorcier. Tout passe dans la question de la répartition des richesses, comment vous partagez la valeur ajoutée. Est-ce que vous alimentez toujours plus les dividendes, par exemple, ou est-ce qu'à l'inverse, vous décidez de imposer aux dividendes la même cotisation qu'au revenu du travail. Vous voyez, je vous parle de cotisation, pas de fiscalité. Eh bien, figurez-vous, cette proposition-là, ça rapporterait 20 milliards. Et donc le déficit serait déjà résolu. Bon, et puis en plus, on peut imaginer créer de l'emploi, augmenter les salaires, mais vous savez faire une vraie égalité salaire. De salarial homme-femme, ça rapporte 8 milliards. Vous savez ce qu'on dit ? On dit les dividendes sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est pas vrai. Mais pourquoi vous dites que c'est pas vrai ? Parce que depuis que Helmut Schmidt a fait cette déclaration au Premier ministre allemand, qui n'est pas de votre génération, mais lui, c'était depuis qu'il a fait. Alors c'était les profits d'aujourd'hui sont les investissements emplois de demain. Les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Sauf que ça s'est pas révélé vrai, parce que ça fait 30 ans que le chômage de masse a augmenté dans à peu près tous les pays, et que là, depuis quelques années en France, mais là, le chômage baisse. Donc la réalité n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a une explosion des dividendes. Donc je rappelle, vos auditeurs le savent sûrement, mais que c'est une utilisation du profit un peu particulière, parce que c'est pour alimenter uniquement la rente capitaliste. C'est pas pour investir. Donc on a une explosion des dividendes qui est sans commune mesure avec l'augmentation des investissements qui tend même à baisser depuis quelques années. Donc ce que vous dites n'est pas vrai. Et ce qu'on constate, c'est que par contre, ces entreprises reversent en dividendes et que inévitablement, cette part des richesses nationales qui part vers le capital, elle manque aux revenus du travail, et notamment aux retraites. Bon, Éric Coquerel, de toute façon, ce que vous dites, vous, c'est que cette réforme, elle ne passera pas. Est-ce que vous pensez qu'elle ne passera pas parce que vous mettez cette pression au gouvernement avec ces 9000 amendements qui restent, ou est-ce que vous pensez que c'est la pression des syndicats C'est d'abord la pression sociale. Donc la pression sociale. Bon, d'abord parce que... Donc la pression des syndicats. Oui, bien sûr. Par la vôtre. Lancée par l'intersyndicale. Mais oui, mais j'ai pas de problème à vous dire ça. La pression du peuple. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est qu'on a 70% des Français, ça reste à peu près stable, opposés à la projet de réforme, plus de 90% des actifs, 9 actifs sur 10. Donc les syndicats ont montré qu'ils étaient capables de matérialiser ça dans la rue, avec des manifestations, on peut closer sur les chiffres, qui sont monstres, les manifestations historiques. Moi,
je ne connais pas un seul gouvernement de la Ve République qui, au bout d'un moment, a tenu face au peuple. C'est-à-dire que quand la démocratie sociale, ça exprime quelque chose, et quand vous avez un tel mouvement, il y a le moment où ça bascule. Je pense que ça va basculer à partir du 7 mars. C'est-à-dire l'appel de l'intersyndicale à une grève générale le 7 mars, potentiellement reconductible, c'est de nature, à mon avis, à inverser le rapport de force. Et comme, je vais y venir, comme au niveau de la Macronie, les gens, une partie n'est pas vraiment convaincue, parce qu'ils rentrent dans leur circonscription, ils ont des manifestations qui sont plus importantes que le nombre d'électeurs qui les a élus, ça les inquiète beaucoup. Raison peut-être d'ailleurs qui explique pourquoi il y avait peut-être 50 députés de la majorité qui n'étaient pas là hier pour le vote de l'article 2. Alors, nous, on est mobilisés, c'est curieux, ils ne sont pas mobilisés pour défendre leurs réformes. Moi, je pense qu'il y a peut-être matière à avoir d'autres victoires et surtout à ce que le mouvement social arrive à faire entendre. Enfin, juste, pardon, mais ça fait 30 ans qu'il y a des réformes sur ce sujet des retraites et ça fait 30 ans que les réformes, elles passent malgré les mouvements dans la rue. C'est pas passé. 2019, c'est pas passé. La seule réforme, vous avez dit, il y a une réforme. 2019, c'est pas passé, oui. C'est 2010. Mais 2019, c'est via 49.3. Oui, grande voilà. Non, 2019, c'est parce qu'il y a eu aussi, si on regarde un peu l'histoire, il y a eu aussi des mobilisations très importantes. Oui, nous, on a fait notre travail à l'Assemblée. In fine, c'est passé au 49.3 avant. Qui a fait que ça ralentit. Oui, elle n'est pas passée. Alors, certes, il y a eu le Covid, mais c'est aussi parce que la mobilisation a été telle qu'ils n'ont pas pu la faire passer en aussi peu de temps. Je dis simplement qu'à part, il n'y a qu'une réforme des retraites qui est passée, j'allais dire, malgré une mobilisation historique. Sous Nicolas Sarkozy. C'est Sarkozy. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a pas bénéficié 2 ans après. Non. Parce que je pense qu'il y a une partie de sa défaite. Là, en l'occurrence, on n'a pas d'enjeu de réélection après avec Emmanuel Macron. Mais je pense que Sarkozy a résisté. Je pense que pour la démocratie, c'est pas bon aussi. Excusez-moi de me placer là-dessus, parce que c'est pas bon à un moment donné de vouloir contraindre un peuple, alors surtout dans une année économique. C'est d'ailleurs pour ça que même le patronat est pas. Franchement, pas en soutien actif du gouvernement. On est dans une année économique hyper difficile, on le sait, et on se met un an de tension, on se met une tension sociale de ce point de vue-là. Je trouve que c'est pas raisonnable. Je pense que Mme Borne devrait reprendre son projet, et puis on en reparlera plus tard, et nous on a des solutions, on les mettra sur la table. J'entends ce que dit le député que vous êtes, mais imaginons, vous voyez les concessions que fait le gouvernement LR, en ce moment on l'a vu encore hier, sur les carrières longues. On rigolait. Vous êtes capable de me dire combien de personnes ça Je ne sais pas, mais imaginez que dans quelques semaines, moins de 30 000 personnes dans les gens de carrière longue. J'entends bien. Non, je parle de marchandage politique. Une année de cotisation en moins, mais tous verront quand même leur âge de la retraite prolongée. On est d'accord. Je vous dis, voilà la concession qu'a fait la majorité relative à LR hier. Si dans quelques semaines à l'Assemblée, il se trouve qu'il y a une majorité pour voter ce texte. Qu'est-ce que le député que vous êtes dira dans ce genre de situation ? Je pense qu'on arrivera à éviter cette situation avec la mobilisation sociale. Et si ça arrive, monsieur... Je vais vous dire pourquoi ça va continuer à s'entretenir. Quand même, on a un gouvernement... Alors non seulement cette réforme est injuste, moi je ne suis pas d'accord sur le fait de faire travailler les gens 2 ans de plus et de faire toujours quelque part peser le poids de la situation sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui travaillent, mais en plus de ça, ils ont... Au fur et à mesure, leurs arguments s'effilochent. Je vous en donne un. Ils nous ont dit au début, 11 janvier, le ministre Véran, nous dit à France Info, il y aura 2 millions de personnes qui, grâce à cette réforme, vont toucher 1 200 €. Non, mais là, ce matin, M. Dussopt, la même radio, explique qu'il n'y a plus que 250 000. On a été divisé par 10. Alors, ça veut dire quoi ? C'est vrai. Sur quoi on se base ? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui sont avancés, qui finalement ne sont pas vrais, où on a Dussopt qui bégaye ce matin en disant ah bah oui, tiens, j'ai fini par avoir les chiffres ce soir. C'est ce qu'il a dit quand même. C'est énorme. Qui nous dit, je ne suis même pas capable de dire combien de personnes vont partir en 2024, etc. Enfin, c'est quoi cette réforme ? Donc tout ça est basé sur rien, basé sur des chiffres, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent très facilement être opposés. Et en plus, ça devrait par contre nous inciter au débat. Là, c'est ce qu'on essaye de voir. C'est un choix de société. À partir du moment où les retraites ne coûtent pas plus cher et qu'il y a des questions de ressources, où va-t-on chercher ces ressources ? Moi, je préfère faire en sorte que les gens puissent bénéficier de leur retraite, puissent avoir des activités sociales utiles, parce que le nombre de retraités qui tiennent les associations, le nombre de retraités qui sont maires dans des départements, le nombre de retraités qui font vivre des départements ruraux où s'ils n'y étaient plus, n'y retournaient pas après leur carrière, j'allais dire ces départements ruraux auraient des vrais problèmes d'économie. Je vous assure que c'est un projet qui n'est pas bon ni pour l'économie, ni évidemment pour les gens qui travaillent. Bon, c'est compris. Un mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée et qui est un peu passé par ailleurs sous les radars. C'est le député
socialiste Philippe Brun qui a réussi à faire passer un amendement contre le démantèlement d'EDF et l'extension du bouclier tarifaire aux boulangers. Et alors certains députés de la majorité, notamment Aurore Bergé, estiment que c'est contraire à la Constitution parce que ça ajoute une charge financière pour l'État, ce que les députés ne peuvent pas constitutionnellement faire. Et par ailleurs, Jean-René Cazeneuve a dit que c'était un précédent extrêmement grave pour la Constitution. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors déjà, pour être très précis, il ne parle pas de du corps principal de cette proposition de loi qui contre le démembrement d'EDF et qui vise à faire en sorte que les parlementaires aient la souveraineté sur ce qu'on pourrait faire ou pas d'EDF. Bon. Il parle d'un article qui dans cette proposition a été ajouté qui permet de proposer les tarifs réglementés aux PME de moins de 5000 personnes, notamment tous les commerces, etc., qui souffrent de manière très importante. Bon. Donc sur le fond, et d'ailleurs c'est à mon avis la raison pour laquelle ils sont sortis de la salle sans voter, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller voir vos commerçants, leur dire qu'ils n'auront pas les tarifs réglementés dont peuvent bénéficier d'autres secteurs. Parce qu'on parle quand même d'un amendement, c'est ça, qui pourrait coûter 18 milliards. Voilà. Oui, mais ça non, ils n'ont pas été capables d'expliquer comment ils ont le pris, puisque de toute façon ces tarifs-là ne sont pas encore fixés. J'en viens sur l'article 40. Moi j'ai l'article 40, pour qu'on comprenne bien, c'est le président de la commission des finances, c'est-à-dire moi-même, qui peut décider si un article est recevable ou pas, selon qu'il crée une charge. Bon. Alors, dit comme ça peut peut-être paraître simple, sauf qu'à certains moments, il y a des jurisprudences qui expliquent que là, vous n'êtes pas tout à fait dans une charge importante pour l'État, qui expliquent que c'est des travaux de juristes qui se font là-dessus. Et moi, j'ai toujours eu pour philosophie, quel que soit le texte, d'essayer de faire vivre au maximum le débat parlementaire. Donc, depuis que je suis arrivé, par exemple, j'ai baissé j'ai divisé par 2 le nombre d'articles irrecevables. Figurez-vous, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à y redire. Donc j'ai tendance à penser que je fais mon boulot politique et juridique. Sur cette proposition, on a eu, comme je le fais tout le temps, celui qui fait la proposition de loi est venu me voir pour me dire je pense que c'est recevable pour telle raison. Et la telle raison, c'est qu'en fait, rien n'indique dans les textes que c'est à la charge de l'État, ça peut être à la charge des énergéticiens. Alors on peut penser que politiquement, économiquement, ça ne tient pas la route, mais juridiquement, c'est autre chose. Voilà. Et donc j'ai, à partir de là, décidé que ce n'était pas irrecevable. Bon, la majorité n'est pas d'accord, c'est leur droit. Si à la fin le texte est voté, il y a un moyen très simple, il y a un arbitre, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Vous y allez, bon voilà, il n'y a pas, ça s'arrête là. Vous répondez à Aurore Bergé quand elle dit que vous bafouez l'impartialité et puis notre Constitution. C'est parce qu'elle est dans la majorité, la présidente du groupe majoritaire, qu'elle a autorité là-dessus et que ce qu'elle dit est vrai. Voilà. Il reste une grosse minute, Monsieur Coquerel. On croit comprendre que le gouvernement va lâcher sur le fameux dividende salarié. Vous avez vu ce qui est sorti de l'accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur ajoutée en entreprise, mais que tout n'est pas perdu sur les super profits. Est-ce que vous appelez encore ce soir à taxer les super profits avec la définition qu'on leur donne, évidemment? Alors un super profit, justement, précisément, c'est quoi? Oui, c'est quoi pour vous un super profit? C'est très simple. Ça a été les chiffres ont été donnés. C'est notamment l'Union européenne qui les a fixés. C'est quand vous avez des bénéfices qui sont des dividendes. Parce que c'est sur les dividendes, en fait, de 25% supérieur à la moyenne d'avant la crise. Voilà, c'est ça, en gros, le chiffre. Donc là-dessus, sur des entreprises qui, en gros, ont fait leurs bénéfices soit pendant la crise du Covid, soit maintenant les énergéticiens pendant la crise de l'énergie qu'on paye tous trop cher, le fait qu'ils contribuent par une taxation, par exemple, à faire baisser les prix de l'énergie, que ce ne soit pas nous, avec nos impôts, qui payons ça, je pense que c'est logique, voilà, c'est normal. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'en sens inverse, quand les crises frapperont très fort, justement, les grands groupes en France ou à l'international, on leur rendra de l'argent? Eh bien, figurez-vous, les grands groupes et les entreprises dans ce pays, on leur donne aujourd'hui 200 milliards sans conditions et contrepartie, à travers des exonérations, qui est aussi un problème vis-à-vis des retraites, 90 milliards d'exonérations, ou à travers des aides publiques. On est les champions d'Europe des aides publiques aux entreprises. Alors on est aussi les champions d'Europe de la taxation sur les entreprises. Les deux sont vrais. Et puis c'est voilà. Et je pense que si on ne tient pas ça en compte, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc pour vous dire quelque part, déjà les cadeaux sont faits. D'ailleurs une partie est redistribuée en dividendes, qui est quand même un peu bizarre. Et ben voilà pour cet entretien. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être passé nous voir. Bon courage pour ces 48 heures qui nous restent à l'Assemblée, évidemment. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être passé nous voir. 19h57, c'est fini.